Du contenu pour nourrir votre quotidien. Des conseils et des solutions pratiques. Des experts qui partagent leur vision. Bienvenue dans les balados du RQRA. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des balados du RQRA. On parle santé mentale des aînés aujourd'hui avec le docteur Jean-François Côté, gérontopsychiatre à Québec. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous parler de votre parcours et ce qui vous a mené à vous spécialiser dans la santé mentale des aînés? Oui, tout à fait. La gérontopsychiatrie, c'est une surspécialité de la psychiatrie qui est une spécialité de la médecine. Fait que j'ai fait ma médecine, ma psychiatrie, puis une formation en gérontopsychiatrie ensuite. C'est le domaine qui rejoignait le plus mes intérêts. C'est un carrefour entre la médecine, la psychiatrie, la neurologie, puisque c'est des patients qui vont souvent traverser des difficultés cognitives qui vont s'accompagner de manifestations psychiatriques. Alors, vous avez fait récemment une conférence au congrès du RQRA sur les symptômes psychologiques et comportementaux en RPA. Quand on parle de ces symptômes en RPA, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Exact. C'est que la personne âgée, avec ou sans problème cognitif, peut, dans son parcours, traverser des manifestations psychologiques de difficultés qui peuvent découler d'un trouble psychiatrique primaire, une dépression, un trouble psychotique, un trouble anxieux, ou qui peut avoir un trouble neurocognitif, comme dans l'Alzheimer par exemple, qui va souvent s'accompagner à un moment ou à un autre de manifestations psychologiques. Puis avec l'évolution du déclin cognitif, ben là, c'est des manifestations plus comportementales qu'on va voir apparaître, qui peuvent être parfois de l'agitation, parfois de l'agressivité, de l'errance, etc. Je comprends bien. Et les symptômes, justement, les plus fréquents observés en RPA, est-ce qu'il y en a qui se démarquent par rapport à d'autres? Dans les symptômes, en tout cas, qui vont le plus fréquemment nécessiter une attention clinique, une consultation auprès de moi, là, je dirais, il y a d'abord la dépression. Parce que ça reste la condition psychiatrique la plus fréquente. Là. Une personne sur 5 dans sa vie, à peu près. En général, pas que au niveau des aînés. Donc, exact. Mais les aînés ne sont pas immunisés contre ça non plus. La majorité des dépressions bénéficient des soins de première ligne et sont suffisants. Les cas plus compliqués se rendent jusqu'à moi. Mais ça, c'est une condition fréquente à tout âge. Puis le déclin cognitif ou les problèmes de santé peuvent augmenter le risque de faire une dépression. L'autre pan de symptômes fréquents, notamment en consultation psychiatrique et qui sont plus graves, c'est les symptômes psychotiques. Les symptômes psychotiques, c'est les symptômes qui impliquent une certaine perte de contact avec la réalité, soit en raison de perception alors qu'il n'y a pas de stimulation qui la déclenche, on parle alors d'hallucination, soit en raison d'idées ou de convictions qui sont erronées, qu'on ne peut pas recadrer par la logique, c'est des idées délirantes, ou en raison de désorganisation qui peuvent toucher les pensées ou les comportements. Et est-ce que c'est des choses qui ont, disons, augmenté au fil des années? Est-ce est-ce que ces phénomènes que vous venez de décrire touchent de plus en plus de monde et sont de plus en plus fréquents au sein de la société? C'est difficile à dire si fondamentalement ça augmente. On sait que l'espérance de vie augmente. Il y a de plus en plus de personnes qui vivent longtemps. La maladie cognitive est une maladie de l'âge avancé. Le facteur de risque principal, c'est l'âge. Fait que comme il y a de plus en plus de personnes âgées, les prévalences augmentent, de troubles neurocognitifs qui augmentent le risque de symptômes psychologiques. On sait que la prescription d'antidépresseurs augmente chez la clientèle âgée. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de dépression ou est-ce que c'est parce qu'on les identifie plus? Ou est-ce que c'est parce que parfois on manque de ressources pour faire autre chose que prescrire? C'est un indicateur que c'est quelque chose de prévalent et de fréquent. Et selon vous, est-ce qu'il y a des causes ou en tout cas des facteurs, mis à part l'âge, qui pourraient favoriser, disons, l'apparition de certains symptômes? C'est souvent une constellation de facteurs ou différents domaines qui peuvent amener la survenue de symptômes psychologiques chez une personne âgée. Il y en a qui sont environnementaux.
Puis, il ne faut pas sous-estimer le stress psychologique que ça représente pour quelqu'un de vivre dans un environnement qui ne répond pas à ses besoins ou dans lequel la personne n'a plus la capacité de bien répondre à ses besoins. Fait que ça, c'est une cause de détresse psychologique, d'anxiété, de dépression ou d'agitation. Ce qui fait que des fois, les personnes, c'était la catastrophe chez elles ou dans leur RPA. Ils arrivent à l'hôpital à l'unité de gériatrie. Puis sans qu'il y ait de traitement mis en place, la situation psychologique s'apaise uniquement parce que l'approche adaptée qui les entoure a fait la différence. Maintenant, les problèmes de santé, les conditions médicales peuvent aussi avoir un impact psychologique, soit en difficulté d'adaptation, soit parce que physiologiquement ou biologiquement, ça amène un stress qui déclenche une condition psychologique aussi. Puis, la cause la plus fréquente de la survenue à l'âge avancé de premières manifestations psychiatriques dans la vie de quelqu'un, c'est les maladies neurodégénératives ou les troubles cognitifs. Que ce soit l'Alzheimer, mais il y en a d'autres aussi, comme la maladie frontotemporale, la maladie vasculaire cérébrale, la maladie à corps de Lewy. Je comprends bien. Et vous avez parlé d'environnement. Justement, comment est-ce que les équipes en résidence peuvent mieux reconnaître ces différents symptômes et intervenir face à certaines manifestations comportementales? De plusieurs façons. Puis un objectif personnel, c'est de permettre que ceux qui travaillent en RPA soient des sentinelles de la santé psychologique des aînés. Puis pour ça, une première chose, c'est de bien connaître c'est quoi les drapeaux rouges, les conditions graves ou sérieuses qui ont besoin d'une attention médicale. Dans ça, la psychose, c'en est un. T'sais, un patient qui se met à halluciner, c'est signe en général qu'il y a quelque chose de grave qui se passe, que ce soit au niveau médical, cognitif ou autre. Le délirium, qui est différent des troubles neurocognitifs, qui est une perturbation aiguë ou un état confusionnel aigu, qui fait qu'en quelques heures ou jours, le patient change, est confus, désorienté. Ça, c'est aussi systématiquement, c'est qu'il y a une condition médicale en dessous de ça qui est débalancée, qui provoque une perturbation psychologique et comportementale. Puis, il faut être sensible au fait que le suicide, ça arrive chez les personnes âgées aussi. Puis c'est quelque chose qu'il ne faut pas échapper. L'idée, c'est pas de se mettre à demander à tout le monde dans les RPA s'ils pensent au suicide, mais d'être à l'affût quand les personnes semblent avoir des indices de détresse, de ne pas avoir le tabou par rapport au suicide, puis de l'aborder. C'est une première chose là, que les RPA peuvent faire, d'être des sentinelles des conditions psychiatriques graves, mettons, en connaissant les bases de ces manifestations-là. L'autre chose, c'est que je pense que les RPA ont un immense potentiel préventif des conditions psychologiques. Puis on le sait qu'un environnement qui offre de l'activité physique, des interactions sociales, une diète équilibrée, de la stimulation intellectuelle, c'est bon pour la santé globale, c'est bon pour la santé cognitive, mais c'est bon aussi pour la santé psychologique des aînés. Puis c'est des milieux exceptionnels pour offrir ces différentes sources de stimulation-là. Il faut savoir identifier les fameux drapeaux rouges dont vous avez parlé, notamment au niveau donc du personnel qui doit être, j'imagine, un peu plus ouvert à ce genre de manifestations. Oui, ou formé ou curieux là, du vécu des gens. C'est des termes que tout le monde connaît, psychose, hallucination, démence, mais sans toujours savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Fait que c'est pour ça que c'est bien qu'on se parle. C'est le fun quand, comme équipe médicale, on peut se déplacer dans les RPA et faire un peu de transfert de connaissances. Faut impliquer des collaborateurs de première ligne, du CLSC, de GMF, etc. Et est-ce qu'il y a des types d'approches ou des stratégies qui sont plus efficaces pour apaiser ou prévenir certains comportements? L'idée, c'est, je n'irai pas le symptôme par approche, mais comme un peu je le disais au départ, l'approche adaptée personne âgée fait une différence en diminuant l'espèce de stress de base là, qui vient de l'environnement. Fait que ça implique de s'assurer que les besoins de base sont comblés, que les personnes qui entendent mal aient leurs appareils, qui aient accès à de l'eau pour s'hydrater, de prendre le temps puis de moduler notre vitesse de discours, de langage avec la personne âgée. Ils ont souvent des difficultés auditives.
S'ils ne comprennent pas la première fois, c'est pas parce qu'ils n'ont pas saisi le sens, c'est qu'ils n'ont pas tout entendu les mots. Fait que de répéter avec les mêmes mots, ça aide à ce que la compréhension vienne. Faut s'assurer d'avoir un environnement qui est à la fois stimulant, mais pas surstimulant. Parce que tant l'hypostimulation que la surstimulation peut amener des difficultés psychologiques, surtout chez les personnes qui ont des troubles cognitifs et que leur capacité à filtrer l'environnement est moins bonne. Et est-ce que les difficultés auditives dont vous avez parlé jouent aussi sur cette santé cognitive? Oui, la perte d'audition, c'est un facteur de risque de troubles cognitifs. D'accord. Puis on le voit chez certaines personnes qui tardent à avoir des appareils, qu'une fois que la surdité est corrigée, ils ont un réveil cognitif, puis ils pouvaient avoir l'air de commencer l'Alzheimer, puis finalement, c'est pas le cas. Fait que ça fait partie des facteurs de risque modifiables maintenant des troubles cognitifs. Et vous avez parlé de l'importance de la formation tout à l'heure. Quel rôle joue justement la formation du personnel et la collaboration, disons, dans la prise en charge de différentes situations qui pourraient parfois être problématiques, disons? C'est un travail d'équipe. On a besoin d'être une communauté autour des personnes âgées vieillissantes, ne serait-ce qu'en étant vigilant sur des changements. Tu sais, c'est ce qui est payant après ça quand une condition médicale arrive, qu'elle soit psychologique ou cognitive ou autre, c'est que ceux qui sont au quotidien auprès des gens aient une bonne idée de leur fonctionnement habituel. En psychiatrie, on n'a pas une prise de sang pour dire « Ah, c'est de la psychose » ou tout ça. Fait qu'on a besoin de capter des cassures dans l'état psychologique ou le fonctionnement des gens pour avancer dans notre diagnostic. Fait que de bien connaître les gens, d'avoir une familiarité, de savoir leur fonctionnement de base, ça ressemble à quoi, puis de capter des cassures ou les changements, ça nous aide dans notre démarche de diagnostic et d'intervention après. Donc la relation en fait entre le personnel et les résidents est ultra importante à ce niveau-là, si je comprends bien. Tout à fait. Puis d'avoir des équipes stables qui connaissent les gens, connaissent les intérêts, les passe-temps, les goûts, les particularités, parce que de connaître les vulnérabilités de la personne, quand on va donner les soins, ça va permettre de l'approcher de façon à ce que ça se passe bien, que ça soit pas menaçant, bousculant. Je comprends. Et alors, on commence tout doucement à arriver au bout de cette entrevue. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez transmettre aux gestionnaires ou aux équipes de RPA qui souhaitent améliorer la qualité de vie des résidents? Il faut être conscient que pour les prochaines décennies, on va faire face à une augmentation de la population âgée. Les baby boomers arrivent là, à l'âge avancé. Il faudra bien les accueillir dans un contexte où on tend à devenir une société de longévité, où les personnes vivent vieux, de plus en plus vieux, et en santé, tout ça. Puis il faut arriver à les accompagner sans tomber dans l'âgisme, fait que sans minimiser leurs capacités, et sans non plus avoir une société ou des lieux de vie qui font fi des difficultés ou des défis de cette population-là. Fait que il faut favoriser des milieux de vie intergénérationnels ou des contacts entre la génération. Il faut s'assurer qu'il y a un accompagnement financier, une planification financière adéquate. Il faut idéalement offrir des diètes de qualité aux personnes âgées. Puis la plus établie médicalement, ça reste la diète méditerranéenne encore aujourd'hui. Il faut s'assurer d'avoir des activités de stimulation, des soins bien ciblés, puis s'ouvrir tranquillement à ce que peut nous apporter la réalité virtuelle comme outil pour briser l'isolement, puis faire une stimulation à des patients pour qui ça peut devenir difficile de se déplacer d'un endroit à l'autre. Un grand merci, docteur Jean-François Côté, d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation aujourd'hui. Bienvenue, ça m'a fait plaisir. Ce fut très, très enrichissant. Un grand merci.